Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, la tenue d'un dialogue politique inclusif s'éloigne de plus en plus en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle a rejeté en bloc les résolutions du conclave de l'opposition tenue jeudi et vendredi à Bruxelles, en Belgique. Et au Togo, le débat sur le délit de presse refait surface à l'occasion de l'entrée en fonction des nouveaux membres de la haute autorité de l'audiovisuel. Dans ce pays, les délits de presse, toujours en vigueur, donc, sont passibles de prison. Dans l'actualité également, la Tunisie dévoile les priorités de son plan de développement qui couvrira les 5 prochaines années. La campagne de promotion lancée jeudi prendra fin en novembre à Tunis. Mais avant de développer ces titres, les avocats de Hissène Habré ont d'ores et déjà fait appel du verdict rendu le 30 mai 2016. La sentence énonçait la prison à perpétuité pour l'ancien président tchadien accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol et torture. Une nouvelle cour d'appel pourrait être mise en place dès le mois de septembre. En RDC, au lendemain du conclave de l'opposition organisé en Belgique, le camp du président Joseph Kabila rejette les résolutions qui ont été adoptées. L'opposition congolaise rassemblée autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi avait notamment pris acte de la fin du mandat du chef de l'État, c'est-à-dire à la fin 2016, conformément au délai constitutionnel. Avec ce rejet, le bras de fer se durcit davantage entre pouvoir et opposition. Reportage de Jacques Amboka avec les commentaires de Lise Elsie Akizimana. Vive réaction de la majorité présidentielle contre les résolutions du conclave de l'opposition tenue à Bruxelles du 8 au 9 juin 2016 sous le leadership d'Étienne Tshisekedi. Dans une déclaration faite à Kinshasa ce vendredi 10 juin devant la presse et le bureau politique de la majorité présidentielle, le secrétaire général de la famille politique du chef de l'État a rejeté en bloc les résolutions des assises de Bruxelles, les qualifiant de tentatives de coup d'État. La majorité présidentielle rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave comme constitutives d'une tentative de coup d'État. La majorité présidentielle invite le facilitateur à poursuivre sans désemparer l'action entreprise en vue de la mise en place effective du comité préparatoire et de l'ouverture du dialogue proprement dit. Pour le ministre congolais de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, il y a une main invisible derrière le conclave de l'opposition visant à opposer les Congolais. Cette irrationalité est entretenue à dessein par des tireurs de ficelles qu'on ne voit pas. Depuis 1960, c'est toujours les mêmes qui essayent d'opposer des Congolais à d'autres Congolais. Ils ont utilisé des Congolais pour neutraliser Lumumba, tuer Lumumba. Ils ont utilisé des Congolais pour tuer Mzee Laurent Désiré Kabila. Le but étant toujours le même, contrôler les Congolais, ou mieux devrais-je dire, contrôler les richesses de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo tend vers une situation qui rend de plus en plus difficile, voire hypothétique, la tenue du dialogue politique, malgré l'appel au dialogue de la communauté internationale. Il revient donc aux Congolais de faire preuve de plus de maturité politique afin de sortir de l'impasse, estiment les observateurs de la politique congolaise. Ils ont pour mission d'assurer la liberté et la protection de la presse. Les nouveaux membres de la haute autorité de l'audiovisuel ont prêté serment ce jeudi devant la Cour constitutionnelle au Togo. Une entrée en fonction qui relance la question de la dépénalisation du délit de presse renforcé en 2015 dans un nouveau code pénal. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. 5 mois après le décès de celui qui fut le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Biosé Kokutozu, les nouveaux membres de cette institution ont prêté serment. 9 au total, ils ont juré de respecter la loi en matière de régulation de la presse. Seulement cette régulation suscite l'inquiétude, surtout avec le nouveau code pénal en son article 497 qui pénalise les délits de presse contrairement au code de la presse et de la communication actuellement en vigueur. L'autorité a toujours estimé
que lorsque nous évoquons notre profession de journaliste, nous n'aurons pas cet article qui va être appliqué. Nous osons croire et nous croyons que l'autorité fera en sorte que lorsqu'il y a un problème, pour un journaliste, on va laisser l'article 497 et nous appliquer donc le code de la presse et de la communication. Et nous souhaitons que cette nouvelle équipe de la HAC fera en sorte que ce soit une facilitation pour que le journaliste puisse travailler librement, mais en toute bonne responsabilité. La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines. Voilà ce que dit l'article 497 du nouveau code pénal voté à l'Assemblée nationale le 2 novembre 2015. Un texte qui remet en question, selon les professionnels, la liberté de la presse au Togo. Il faudrait que les autorités togolaises et la nouvelle équipe de la HAC puissent faire l'effort de voir en sorte que cette nouvelle disposition, qui est prédatrice de la liberté de presse, soit révisée et que la presse fonctionne dans la toute liberté et que le Togo ne continue pas à battre les records négatifs en matière de liberté de presse. En 2016, Reporters sans frontières a rendu public son classement de l'année. Il revient que le Togo occupe le 88e rang sur 180 pays alors qu'il occupait la 76e place en 2014. Un recul que déplore Reporters sans frontières. Ce dernier estime que le nouveau code pénal marque un retour des délits de presse au Togo. Il s'agit du plan emblématique du quinquennat du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, dans ce plan de développement 2016-2020 qui sera proposé à différents États fin novembre à Tunis. Les autorités tunisiennes entendent par exemple relancer l'investissement public ou encore doper la croissance, une croissance qui tourne actuellement autour des 1,5%. Idlet Mirabel Bissou. La Tunisie a procédé ce jeudi 10 juin 2016 au lancement de son plan de développement 2016-2020. La campagne prendra fin au mois de novembre sous l'égide de la Conférence internationale sur l'investissement Tunisie 2020. L'État veut, à travers ce plan de développement, atteindre un rythme de croissance annuel moyen de 4% d'ici à 2020. Pour rappel, la croissance de la Tunisie depuis la Révolution n'a pas dépassé 1,5% par an entre 2011 et 2015. La Tunisie connaît ces derniers temps un recul des exportations, ce qui est normal, et également un recul des investissements, la chute des réservations touristiques en raison de la situation sécuritaire et également un très grave déficit commercial estimé à presque 5 milliards de dinars tunisiens. Et donc ce plan de développement va relancer d'abord l'appareil industriel pour la Tunisie, c'est surtout l'industrie agroalimentaire, le textile, le caoutchouc, et également renforcer la production du phosphate, qui est un produit important pour la Tunisie. Les autorités envisagent également, à travers ce plan de développement, de doter la Tunisie d'une stratégie nationale capable de garantir une croissance inclusive qui bénéficierait à toutes les régions, notamment à celles de l'Ouest et du Sud. À noter que le plan prévoit la relance de l'investissement public et privé à un rythme soutenu de 9% pour atteindre 24% du PIB en 2020. La coopération entre le secteur public et privé n'est pas en reste. Elle va permettre la réduction de 3 points du taux de chômage et contribuer à la création de 400 000 emplois. Pour que les méthodes de PPP, c'est-à-dire de partenariat public-privé, soient relancées, il faut qu'il y ait des études de secteur et de projets. La première chose qu'il faut faire, c'est de redresser les banques d'État qui sont déficitaires, de redresser tous les secteurs où l'État est soit actionnaire, soit partenaire. Pour garantir les conditions de réussite de ce plan, l'État a engagé des réformes législatives structurantes. L'objectif est de doter le pays d'un environnement favorable pour des investissements publics et privés estimés à 60 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Le reggae émergé à la fin des années 60 de la Jamaïque est l'une des expressions musicales les plus populaires. Ce mouvement porteur d'une culture qui lui est propre s'est imposé sur la scène internationale. C'est le cas notamment en Guinée. Et Fada Bakemdoum est l'un de ses vecteurs, chanteur par passion. Il est également engagé sur la scène politique. Emmanuel Milimono est allé à sa rencontre. Regardez.
Bakary Doumbouya, plus connu sous son nom d'artiste Fada Bakdoum, fait partie des révélations de la musique reggae en Guinée. Celui qui s'est fait surnommer le baobab du reggae s'est intéressé à la musique depuis les années 90, alors qu'il fréquentait encore les classes d'école primaire. Il allie à la fois les études et sa passion pour la musique et s'est construit peu à peu une notoriété dans le milieu musical. Ses chansons appellent à la culture de la paix et à l'unité nationale, mais abordent également les faits liés à la malgouvernance en Guinée et en Afrique en général. Je chante l'amour, je chante la paix, mais aussi je dénonce la malgouvernance aujourd'hui de nos dirigeants. Vous voyez un peu, parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons les pays africains, moi par exemple, franchement, parfois, j'ai les larmes aux yeux. Fada vient de mettre sur le marché un album de 10 titres, dont Ndénou Tewa est une éloge de sa mère, à qui il rend un hommage et à travers elle, toutes les femmes. Les recettes de cette œuvre ont été concoctées entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali au cours d'une tournée qui lui permettra de partager les expériences des Ivoiriens Ismaël, Isaac et Almighty. Dans cet album, je parle de l'amour, je parle de la paix, je parle un peu de ces chefs qui ont la boulimie du pouvoir, je parle aussi de ces personnes qui cherchent à attiser le feu en Afrique. Et après, ce sont les mêmes personnes qui viennent encore pour, n'est-ce pas, jouer aux pompiers. Je parle de la négritude. La Guinée a plein de potentialités. Aujourd'hui, si nous acceptons, le porte-flambeau du reggae africain viendra de la Guinée. Originaire du sud-est de la Guinée en région forestière, Fada Bakdoum est diplômé du centre universitaire de l'Abbé en 2010. L'album de 10 titres paru sous le label Baobab Productions a été précédé de plusieurs compilations et singles qui ont permis au public guinéen de découvrir ce talent. L'un des chefs-d'œuvre dans lesquels il s'est particulièrement révélé est le disque Kissian All Star, sorti en 2012 avec d'autres ténors de la musique guinéenne dont Eli Kamano. L'ambition de l'artiste est de créer son propre label à partir duquel il pourra un jour prêter main forte aux jeunes artistes en quête de soutien. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.